Je sais que tu détestes les catholiques, mais tu peux parler du scandale à Jérusalem. Mais c'est quoi le scandale à Jérusalem? J'ai pas suivi. En fait, les gens, je vous explique ce qui se passe. S'il y a de l'actualité importante, là par exemple, tout à l'heure, Raz, il m'a dit: «Ah, t'as vu les trucs à Minneapolis, et cetera», et en fait, moi, mon problème, je vais vous expliquer. C'est que ma timeline Twitter, elle est occupée par un débat très important de savoir si le sexe anal, c'est antiféministe et si la fellation, c'est patriarcal. Mais ça, c'est le vrai débat, ça. Toute ma timeline Twitter est remplie de ce débat-là. C'est un débat, sur le Twitter anglophone et du coup, je n'ai plus aucune nouvelle du monde de ce qui se passe dans la vie politique internationale parce que les gens sont obsédés par le fait de savoir si, la fellation, c'est misogyne. Voilà, Et la sodomie aussi. et la Parce sodomie. que Qu'est-ce que ça peut parce vous que les foutre qu'ils femmes soient sont pas gays, faites lesbiennes, pour transsexuels? utiliser, Laissez-les vivre. ouais. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. Oui, s'il vous plaît. Mais ça, c'est les woke états-uniens, ça, qui Oui, sont en train mais en fait, du coup, mais après c'est un peu des pour transphobes moi, aussi, hein. dans 1 an, 2 ans, on en revient au the sex is for procreate, quoi. Oui, mais c'est archi homophobe. Alors non, il y est, c'est parce que l'argument, c'est de dire que les femmes ont un désavantage biologique à la sodomie, car leurs sphincters sont plus faibles que ceux des hommes, et du coup la sodomie est une violence de genre, basée sur une étude qui montre que oui, il y a une plus grande, comment dire, que les parois sont moins robustes, mais qu'en vrai il y a des variations chez parmi les personnes et que bah en fait les parois robustes, bah en fait la sodomie c'est pas juste ton cul à sec, ça se prépare et du coup bah en fait même si tes parois elles sont plus fines, bah en fait si une sodomie est correctement préparée et que la personne est suffisamment détendue, ça ne devrait pas faire mal, comme tout le Non, sexe mais en fait. mais surtout, enfin, c'est de la folie. Les pratiques sexuelles peuvent impliquer des organes génitaux ou non génitaux qui sont fragiles, et du coup, la manière de faire les rapports sexuels s'adapte à la fragilité de chacun, chacune. T'as des gens qui ont des anus, on peut faire rentrer 3 camions dans le bordel, d'autres, c'est plus compliqué, bah, tu Oui, t'adaptes, en fait. Ça s'appelle prendre en compte les spécificités de chacun, quoi. Mais c'est pas ça. génitomicide. C'est la vérité, c'est pas ça le bail. La vérité, Non c'est mais que moi, je suis d'accord avec Ilyes que c'est un peu homophobe oui, c'est complètement et homophobe. qu'il y Mais a un parce que truc quand de c'est tu. un truc de mec qui Mais, s'encule mais parce et que. c'est un truc de meuf trans aussi. Mais bien sûr, mais parce que quand tu fais des recherches par mots-clés sur les comptes Twitter de ces meufs-là, très vite, ça parle des meufs trans en mode, c'est des hommes infiltrés et que, C'est c'est un ça. peu comme les Israéliens parce qu'en fait, c'est des transphobes de gauche. Du coup, elles disent que les meufs trans sont très Oui, c'est israéliennes au sens où elles colonisent la féminité, quoi. et que, l'anus, des femmes, c'est Gaza, quoi. Le niveau d'indécence de comparer ça, c'est vraiment une folie en vrai, hein. Mais en plus, c'est fou parce que tu as des gens qui font des tweets un peu en mode, un peu surpris, en mode: «Mais putain, je pensais pas que des trucs vanilla comme, la fellation ou le sexe anal, ça allait devenir un truc, atroce, pour les gens, quoi», et des gens qui disent: comment ça, c'est vanilla? Le sexe anal, c'est pas va» et les gens qui débattent sur qu'est-ce que c'est? Parce que vraiment, tu as des comparaisons, genre dans ce débat sur la sodomie et sur la fellation, il y a même des gens qui vont jusqu'à comparer ça avec la pratique de l'étranglement, érotique, à des pratiques BDSM et cetera, et tu as des gens qui sont en mode: «Mais on parle pas de BDSM là, on parle juste de Non, mais il y genre». a des takes, il y a quelqu'un qui a dit: «Mais si les femmes consentent», il y a des takes en mode: «La sodomie est une agression Oui, sexuelle, quelle qu'en soit la vie oui, de parce que la meuf qui la biologiquement, pratique». le corps des femmes est tellement faible que ça en fait une agression sexuelle automatiquement, c'est pas C'est vous ça. qui décidez. Et que même si tu consens à la sodomie, en réalité, tu devrais ouvrir les yeux et te rendre compte que tu as subi une agression et que les femmes trans sont horribles aussi. Mais bon, ça va, Ouais. c'est la suite de la voilà quoi. Christine Delphi disait ça à l'époque sur la pénétration. Que toute pénétration est une Heu, violence, est un viol? est un viol. Mais Oui, après ça, c'est c'est du pas Andrea exactement dans le Dworkin et même. cetera, c'est les vieilles de femmes états-uniennes, comme ça, quoi. C'est pas des gens qui veulent faire sécession avec l'hétérosexualité, hein. Ah oui, 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 c'est des meufs hétéros, hein. C'est oui, c'est ça. En fait, faut comprendre que c'est la fin de la logique, c'est le sexe, en réalité, ça pour être sûr, bah, à la limite pour faire des enfants et sinon, c'est un peu crade, quoi. Genre, en fait, c'est beaucoup plus Oui, une ou alors vision sortez pas du puritaine missionnaire, quoi. que oui, c'est ça. Et elles vont trouver C'est une ça, c'est ça. justification biologique qu'en fait, comme le corps des femmes, il est de telle façon, bah, en fait, la meilleure position, c'est le missionnaire ou je sais pas quoi. Ah, mais la biologisation de ce truc-là, c'est biologisation du consentement, oui, exactement. C'est que biologiquement, même si tu consens, Merci Aspin. biologiquement, ton corps n'est pas fait pour ça. Donc ça rend la mais c'est là où tu vois aussi qu'il y a une justification vraiment puritaine, vénère, c'est que c'est en mode, oui, Dieu a créé l'anus pour autre chose, Oui. voilà, il n'y a que c'est à cause des hommes à prostate, non, des femmes à prostate, que les gens veulent faire ça, Mais là-dessus, Nonor et Don Max ont vraiment raison quand ils font que dire qu'il y a un retour des sex wars, et qu'on est en train de revenir vraiment à ces débats-là des sex wars, quoi, que c'est jamais vraiment parti, quoi. C'est ça, c'est ça. Et la fellation aussi, du coup. Qui se retrouve La là-dedans. fellation aussi est une pratique, forcément une agression. Notamment le tweet qui est incroyable de la Ah meuf qui oui, finit par
énervée parce que les gens lui disent: «Mais Attends. t'es la plus grande bigot possible». Elle dit: «Non mais c'est bon, si vous voulez faire des fellations, faites-le. Mais vraiment, Oui. quand vous le faites, pensez-y». Enjoy the blowjob, but reflect on it. Profitez de la fellation, mais réfléchissez-y. Waouh, ok, donc on va méditer sur le patriarcat pendant qu'on suce son mec, là. C'est quoi le truc, là? Mais il est pas sous le no king shame. Mais justement, Mais c'est une eux, réaction au no king shame, tu vois. C'est des gens qui disent, à force de dire no king shame, on a trop normalisé des comportements abusifs. Et sur certains trucs, t'es un peu en mode, oui, ok, je capte, tu vois. Sur des trucs un peu vénères, des trucs où parfois tu as le droit de remettre en question les pratiques de certaines personnes quand tu vois qu'ils les font par une fuite en avant, etc. Tu sais, genre, tu vois, là, genre, le no king shame n'est pas une excuse à tout, mais du coup, c'est allé tellement loin que, à force de dire, faut arrêter de dire no king shame, ça va jusqu'à dire que la fellation, faut king shamer la fellation, quoi. Et oui, oui, ouais, c'est un puis retour de bâton contre ça, ouais. les ricains sont structurellement bigots et puritains, en fait. Oui, faut Genre, oublier et à que un c'est moment un donné, peuple réel. tu vois, moi, je pense qu'il y a en Europe, on se fait un peu moins hook par ce genre de conneries, mais on n'en est pas totalement à l'abri, Oui, honnêtement. dans le chat, Voilà, oui. quoi. Mon tweet préféré de ce débat, je ne fais pas jouir les femmes, car je ne fais pas faire des choses aux femmes. C'est un prophète qui a cru bon de donner son avis. Parce qu'il a commencé à dire que oui, quand il fait jouer des femmes, il dit alors moi, je ne fais pas jouer des femmes, car je ne fais pas faire des choses aux femmes, c'est les femmes qui jouissent. Mais du coup, quand je fais ça, en effet, moi, je ne fais pas de fellation. Wouah, c'est non, mais le wokisme états-unien, ça a toujours été un problème, mais après moi, ce que j'espère, c'est que c'est les derniers soubresauts du wokisme, dégénéré, puritain, identity politics, je sais et surtout ce qui est une torture, c'est que la l'identity politique, wokiste dégénéré retombe sur les LGBT. Plein de gens qui, alors qu'en réalité, c'est un truc, de gauchiste bourgeois états-unien de merde, ils pensent que c'est un truc, des queers de faire ça, d'être des casse-couilles machin, alors que justement, par exemple, sur ces trucs-là de puritanisme, c'est la communauté queer qui prévient de ça, qui a été les Oui. premiers à dire qu'il fallait se méfier, du puritanisme, À des force de trucs trop parler sexuels, de etc. biologie et de trop se concentrer là-dessus, qu'à force de trop polisser la sexualité des C'est gens, ça. bah, ça allait revenir sur le bon vieux statu quo religieux réactionnaire. Ouais. Dans ma timeline française, il y avait un débat de si les meufs pouvaient vraiment aimer la fellation, Oui, mais c'est vrai personne qu'il y se a eu ça pose la split over un peu, question ouais. du niveau d'essentialisme de la Oui, proposition, genre au pire, de gens qui vont décider de si les meufs peuvent aimer oui, au la pire, fellation. demande à des meufs, il y a des meufs qui aiment pas ça, il y a des meufs qui kiffent ça. Voilà, t'as la réponse. Oui, moi je trouve que c'est fou en fait. Je ne comprends pas C'est- comment les gens peuvent pas trouver ça red flag de réfléchir. Mais après, quand tu vois le féminisme TikTok, il y a des réflexions à des moments qui sont hyper graves. Là, le dernier qu'on a vu, je sais plus si on en avait déjà parlé, d'une meuf latex, et les gens, je vous jure que c'est vrai, que les mecs qui font des trucs de meufs, en réalité, c'est patriarcal. Et 20 000 meufs en commentaire en mode trop basé, j'avais jamais vu que ça comme ça, t'as trop raison. Et là, t'as des trucs en mode, donc là, Genre ça parlait vous notamment, êtes en gros le contexte ça parlait des influenceurs mecs qui vont se faire les ongles et qui font du contenu en mode ah je vais me faire les ongles, je vais me maquiller, etc. Tu vois. Et elles étaient en mode elles sont à de dire c'est l'appropriation culturelle mais en mode c'est patriarcal parce qu'ils se oui, font c'est de ce la qu'elle dit. thune sur des trucs pour lesquels les femmes depuis des années ont été shamées, etc. T'es en mode mais surtout sur se faire les ongles et le maquillage, genre les Tu l'as influenceuses mieux. maquillage c'est les meufs qu'on Ce commence. qui est alors désolé Cassandre, comme tu l'as dit de manière 100 fois plus acceptable que ce qu'est dit. Ah oui non mais Désolé, bien elle sûr. finit un peu, mais elle est vraiment en mode les Je mecs donne qui le font contexte des objectif trucs. mais oui tel qu'elle le dit c'est les mecs qui Elle font des dit trucs de meufs. Oui oui. la phrase, les mecs font des trucs de meufs. Et là, t'as vraiment envie de dire, mais attends, c'est le move smart, c'est de dire qu'il y a des trucs de meufs et des trucs de mecs. Donc Oui. là, on est en train d'entériner les rôles genrés et de refuser de détruire la classification genrée des hobbies, des trucs. Genre, il y a des trucs qui sont pour les meufs. Oui, mais elle avait un argument économique, en mode ils en profitent économiquement. Non, je me rappelle dans le TikTok, elle est en mode ce qui me dérange le plus, c'est ceux qui en font des TikTok, mais en général, de toute façon, les mecs qui font du yoga, c'est bizarre. Oui, oui, oui. C'était ça la take, Cassandre. Non, mais le prétexte, c'est la faute des influenceurs, c'était une façon de masquer la vraie take transphobe et followphobe qu'il y a derrière tout ça, en vrai, oui. Bah oui, c'est ça, genre c'était Elles ont le seum que les mecs s'approprient la féminité, ça leur enlève l'exclusivité. Bah oui, mais parce que c'est une logique de pénurie, c'est une vision du genre sous un prisme de la pénurie, quoi. Et du coup, bah ça fait ouais, que les puis moi meufs deviennent des alliés du patriarcat en mais je jouant au pense jeu de la aussi que pénurie du genre, c'est quoi. oui, il y a ça en mode take gros cerveau, mais il y a aussi simplement que, en fait, les gens ont intégré les rôles, genrés profondément et que en réalité, là où la puissance du patriarcat, et de la classification genrée,
de ce que tu as le droit de faire ou non est tellement puissante que quand tu as un logiciel TikTok, Slide, Insta, les rôles genrés, le patriarcat se réinfiltrent dans ton logiciel. C'est tellement fort que au final, t'intègres que y a des choses, c'est les filles qui font, et il y a des choses, c'est les mecs. Et les filles, elles sont au yoga, elles se font les ongles, et les mecs, ils font du foot et ils jouent à la console, tu vois. Et c'est vraiment très prom dog, tu vois. Il y a un truc où c'est... Et en vrai, c'est terrifiant, tu vois. Le meuf de ma classe qui m'a dit pourquoi t'as transitionné en mec si tu veux mettre des jupes. Oh. Mais c'est... Bref. L'association genre-identité. Bah oui, non, mais c'est de l'identity politics, plus essentialisme, plus aucune formation politique. Le truc... Mais moi, ce qui me terrifie, c'est vraiment le truc de... Genre, et tu vois les commentaires en mode « Ah ouais, j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. » Le mec en mode « Ah, j'avoue, bon bah, j'irai jamais faire du yoga ou machin. » Enfin, genre, c'est un truc... ouais, quoi. Et tout ça à cause de quoi? À cause de leurs mecs bi qui n'ont jamais couché avec un mec, qui mettent du vernis et qui sont des immenses fils de pute. Et à cause de la méta pro-femme performative performative male, male, à cause de cette méta-là, de 20 mecs à Paname insupportables. Non, tout mais ça, de aussi, toute façon, c'est que c'est des gens qui ont cru que la fin du patriarcat serait signalée par des évolutions de mœurs et de comportement, alors que l'évolution de comportement n'est pas corrélée avec la fin du patriarcat, tu vois. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une vision très floue du patriarcat chez ces meufs-là, où genre du coup, elles arrivent plus trop à identifier les endroits où c'est El Famoso, le patriarcat, la grosse structure qui met ses petites pattes, ou des moments où juste, bah, elles en veulent au mec et c'est individuel, quoi. c'est quoi Identity Ah oui. Politics? Moi, quand je dis, en fait, c'est la pensée. Moi, je le dis comme ça. Peut-être que là, c'est pas la définition universitaire, mais c'est les gens qui vivent le combat politique. Le début et la fin du combat politique, c'est le fait de construire et de revendiquer une identité et d'en faire un peu tout ce que t'es et tout ce que tu revendiques politiquement. Oui, en Ça fait, veut dire la que politique de l'identité, à l'origine, c'est un truc qui date des années 70-80 de la nouvelle gauche états-unienne. Et en fait, ça a été historiquement un moment où la gauche démocrate traditionnelle a commencé à intégrer les luttes des minorités, notamment les luttes homosexuelles, mais aussi les luttes pour les droits civiques, en écartant la partie plus radicale socialiste, on va dire. Et en fait, la façon de faire, ça a été de réduire toutes les revendications à des revendications liées au coming out, à l'affirmation de son identité personnelle, etc. Et c'est un truc qu'on retrouve comme une tendance un peu politique, où du coup, on perçoit l'alpha et l'oméga de la lutte politique comme le fait d'avoir le droit de vivre son identité, le côté un petit peu la diversité, quoi, en concentrant du coup sur cet aspect qui redevient un aspect individuel au lieu de réfléchir au truc collectif, etc. Bref. Mais c'est comme ça que vous avez des gens qui vont ne plus discuter que de ma représentation. Est-ce que ceci est représenté? De quelle manière est représenté? Et tout le reste, on s'en bat les couilles, quoi. Et c'est comme ça que tu peux avoir des gens qui font le contenu politique. C'est simplement compter le nombre d'homosexuels, de meufs et de personnes non blanches dans une série et qui vont pas regarder son propos. Et que en fait, ils vont trouver woke un truc qui a un discours de droitard, libéral, dégénéré du moment que tu as l'éventail d'identité représenté dedans, alors qu'un autre truc où c'est pas le cas mais qui parle vraiment de politique, ils vont trouver ça problématique de base, et ça c'est la version la plus caricaturale. Et puis surtout, tu as aussi un truc, c'est l'obsession de l'identité et de la question de l'étiquette, c'est aussi un truc qui fige et qui va finalement recréer de l'essentialisme, quoi. Ça veut dire que si c'est ton identité qui est politique et si l'identité est construite de manière figée, tout ce qui peut être à côté de l'identité comme elle a été pensée politiquement est déjà une trahison, un renoncement ou une mauvaise manière d'être, etc., quoi. C'est la fameuse troisième voie qui est en train de faire une chasse à la sorcière contre les gauchistes et plus spécifiquement contre Hassan Abi. C'est que oui, c'est aussi en corrélation avec le retour sur la scène des démocrates qui sont terrifiés de la critique de gauche du Parti démocrate portée par les Hassan Abi, les trucs comme ça. Même les AOC, hein, si tu parles de même si Alexandria Ocasio-Cortez, c'est pas une gauchiste selon les Européens, tu vois, mais au regard des États-Unis, c'est déjà une trop grosse gauchiste. Et en ce moment, dans le Parti démocrate, il y a une tentative de reprendre la main sur l'appareil en évitant que ce flanc gauche ne prenne trop d'importance, et notamment en vue des prochaines présidentielles. Et du coup, et en ce moment, tu as de plus en plus ce truc qui est repris un petit peu, le retour un peu au libéralisme, qui réduit tout à l'identité et qui dit surtout ne parlons pas de logement, de social, de sécu, etc., quoi. Et de droits des travailleurs et tout, quoi. Et puis tu as un truc aussi où, tu vois, les gens, c'est le débat politique, c'est simplement je donne mon avis
avis politique et mon identité est la preuve du fait que j'ai raison et que mon avis est correct. C'est vraiment un truc de si je représente telle minorité, et ben ce que je dirais est vrai, même si par ailleurs des gens qui ont la même identité minorisée que toi n'ont pas le même avis. Tu prends les mecs trans, il y a des mecs trans qui se bavent dessus, qui ont des avis politiques de merde, d'autres qui sont cool, etc. et qui se jettent tous au visage leur transidentité pour prouver qu'ils ont raison, quoi. Yasha Monk, avec son livre Le piège de l'identité, critique l'identity politics. Je ne connais pas celui-là, mais il y a Olufemi Otaiwo qui a écrit Elite Capture. C'est un bouquin qui parle justement de comment justement les élites économiques ont récupéré le discours de la politique de l'identité pour neutraliser les mouvements sociaux. Et moi, j'ai une hot take problématique. Le fait qu'en France, on a quand même eu moins de dérives dégénérées du wokisme identitaire, c'est aussi grâce au logiciel universaliste français. Et je suis très sérieux. Nous, on réfléchit beaucoup moins comme ça. Et pourtant, on a vraiment des woke cringe. Mais il y a un truc où, bon... Ce qui ressemble un petit peu à ça dans l'histoire du PS, c'est-à-dire un petit peu tout le tournoi un peu Terra Nova, la gauche des valeurs, c'est-à-dire on va soutenir le mariage gay et on est contre la discrimination. Et du coup, ça nous permet de mettre de côté tous les enjeux sociaux du socialisme, etc. Un peu cette take-là, Terra Nova, qui a été le programme, enfin la pratique politique d'Hollande en fait dans sa campagne. Même Terra Nova a été critiquée par les gens qui étaient trop racistes pour ça, tu vois, genre par le Printemps républicain, les Laurent Bouvet. Donc en fait finalement, ce qui est marrant, c'est que cette fameuse ligne Terra Nova a été critiquée par la gauche et par la droite du PS et a été très vite enterrée au nom de deux universalismes différents. Un universalisme qui intègre la critique queer comme une critique sociale, c'est-à-dire qu'on retrouve après à la France Insoumise, etc., avec Chantal Mouffe, Ernesto Laclau et le populisme de gauche. Et de l'autre côté, une critique de droite qui considère que l'universalisme s'oppose à la prise en compte des identités et qu'on retrouve avec le Printemps républicain et tout. Donc déjà ça a été neutralisé aussi par ça. Les gens qui disent la blague Printemps républicain, je comprends, mais moi, genre même la Nouvelle-France, par exemple. Ouais, Là, même c'est une lecture universaliste. etc., En vrai, quand Mélenchon il rencontre les homosexuels qui meurent du sida et qu'il fait son petit speech et que les gens ils lui disent bon t'es bien gentil, mais nous en attendant nos compagnons ils meurent, on peut pas leur rendre visite à l'hôpital, etc. Le premier truc auquel il pense, c'est le fameux c'est les homosexuels qui m'ont donné l'idée. Le premier truc auquel il pense, c'est putain, c'est vrai que en fait il faudrait un forme d'union civile qui soit universelle, qui soit pour tout le monde et qui aille même jusqu'à l'adoption sociale, qui aille même jusqu'à on peut adopter un ami pour tisser des liens de solidarité et qu'en fait le mariage, si tu y réfléchis, c'est un lien de solidarité et qu'il faut l'ouvrir à tout le monde de façon... Voilà, instantanément, c'est pas il se dit « Ah, faut une union au rabais pour les homosexuels », ce qu'a fait le PS après avec le Pax, mais il faut changer la façon dont on pense les unions au regard de la loi, quoi. Et c'est la pensée universelle qu'il a tout le temps. Quand on lui parle des trans et qu'il dit, qu'il y réfléchit, qu'il est en mode, en fait, les trans, c'est le stade suprême de l'humanisme. Parce qu'en fait, il y a toujours cette moulinette universaliste qui fait que quand il est face à des trucs d'identité individuelle, il le renvoie systématiquement il le lit d'un point de vue universaliste et du coup, il le rend automatiquement queer, quoi. C'est lui qui est à l'origine du Pax, non, mais il était à l'origine du contrat d'union civile. Non, c'était pas le CUC, c'était encore autre chose, mais bon, c'était la première loi la proposition de loi d'union civile, qui était en gros une union civile universelle, et c'était avant le Pax. J'ai pas envie de le faire, mais souvent je tombe sur des TikTok de Golemont. Mais vas-y, tu vois, j'ai pas envie de me mettre à attaquer des étudiants de 22 ans qui se bavent dessus, qui n'ont jamais eu de formation politique militante et qui essayent de faire la leçon sur la politique et qui sont complètement cringe. Mais tu vois, à chaque fois que tout ce qu'ils pensent de mal, c'est parce qu'ils ont été formés à des slides Insta de moi, en fait, en tant qu'homme bisexuel, machin, et ben je machin. Et tu vois, en fait, que tout leur discours politique, il est toujours centré uniquement sur la question de l'individu, et puis avec un ton tellement insupportable, auto-centré, dégénéré. C'est obligé de passer par là. Moi, je sais pas. Moi, c'est aussi une forme moi, d'autoritarisme. Moi, j'aime pas ces trucs d'obligé de passer par là. Parce qu'il y a aussi souvent un ton un peu autoritaire de « je suis ça, donc j'ai raison, donc vous ne pouvez pas me remettre en question, et si vous me remettez en question, vous êtes une mauvaise personne. » tu vois. Il y a ça, et en plus, tout ce dont ils ne discutent n'est jamais que tourné autour de ça, quoi. C'est comme ça que tu as des petits bourges de fac qui disent premier degré, le problème de la société et du patriarcat, c'est les mecs gays. Oui. Et qui ont des takes que j'ai vu premier degré. Les gens, je vous jure que je me bats pas contre une personne du chat, où t'as des milliers de gens qui sont en mode les hommes gays sont plus misogynes que les mecs hétéros. Et t'es vraiment en mode, là, vu que tu as besoin de créer un ennemi, mais que ta vie
c'est d'être hétérosexuel. Tu t'es créé un ennemi imaginaire du mec gay et c'est ta vie de faire ça. Et en plus, t'as vraiment un truc de identity de ah là là, les mecs gays se plaignent de l'homophobie, mais quand Ça veut même, dire qu'il y aura un machisme homo finalement. c'est insupportable. En fait, c'est aussi une incapacité de doser, c'est-à-dire que reconnaître la misogynie et même les spécificités de la misogynie des gays ne revient pas à dire que ce sont les pires personnes pour autant. Tu sais, il y a un peu un truc de si quelque chose ou un certain type de communauté a de la misogynie, dans ce cas, c'est les plus misogynes au monde. Tu vois, t'as un peu ce truc-là de incapacité de doser et d'évaluer les degrés aussi. Bref. Ces gens Ça, existent-ils c'est en pas dehors de sur Twitter? Twitter, Bah, les gens. j'imagine qu'ils ont un téléphone Déjà, pour c'est pas sur... tweeter et qu'ils vivent parmi vous et Déjà, moi pour moi, dans c'est les pas rues une méta de... Twitter. C'est vraiment du TikTok, ça. C'est vraiment le féminisme Alors, TikTok. à chaque fois que je remonte les threads de débat qui me viennent par médégènes qui arrivent sur ma timeline, systématiquement, ça arrive sur le Twitter un peu baddie, tu Ah vois, un oui. peu comme ça, quoi. Mais après ça, il y a un débat sur la question, le Twitter baddie transphobe. Oui. C'est ça, il y a un Mais ça biais part souvent d'une de trucs politisation. anti-trans, même En de fait, trucs, un... mais parce qu'en fait, c'est beaucoup des meufs qui sont terrifiées de l'homosexualité potentielle de leurs mecs aussi. Elles sont terrifiées de l'homosocialité des mecs autour d'elles et elles sont en mode, ah, et ça vient beaucoup aussi de discours biphobe de si j'apprends que mon mec il a sucé une bite, etc., j'appelle des gens pour le tabasser, etc. Tu vois. il y a un truc un peu non étudié d'une alliance afro-femme, rad-femme, anti-trans Oui, mais parce que je m'explique pas en non, fait. mais si, c'est très simple. C'est que comme la génération, on va dire, qui s'est politisée dans le féminisme autour de 2021-2022, ça a été aussi un moment de développement énorme des contenus afro-femmes féministes sur Instagram à peu près en même temps. Donc je pense que c'est aussi une génération, tout comme en 2017, c'était pas mal des white femmes qui étaient beaucoup autour de la non-binarité, etc. Bah en fait, la génération plus récente, c'est beaucoup autour d'un afroféminisme très libéral Instagram, quoi. Donc forcément, ça va toucher des publics différents. J'ai 11K followers sur TikTok, je passe ma vie dessus, j'ai l'impression d'avoir jamais vu cette méta-là, mais ça me fait penser au leur Insta. Après, c'est peut-être juste ma For You page et Osef. Mais c'est vrai que c'est très Instagram aussi, hein, on va pas se mentir, hein. En fait, j'ai envie de vous montrer, mais ça serait méchant. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai souvent été tenté de faire un tour du désastre féministe de TikTok. Mais en fait, genre, il y a un truc où en même temps, ça me met en colère, mais en même temps, je n'ai pas envie de ficha des meufs de 20 ans qui comprennent rien à la politique, quoi. Ça Bah se fait pas. oui. Et puis tu te rappelles que toi, à 20 ans, t'étais pas forcément plus... Alors, hot take, je pense que la formation Class First, Mao, un peu teubé, te donne plus de bonnes bases politiques, même pour être woke, que le wokisme libéral. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. pourtant, Oui. Et pourtant, c'est cringe d'être class first. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment cringe, hein. Et je suis d'accord avec vous que les class first, surtout comme on était à l'époque, c'était vraiment les class first bébêtes, hein. Ça veut dire qu'aucune pincette. Oui, ça se prenait la tête genre, avec je des... suis d'accord, c'est parce que nos darons étaient des gros syndicalistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Class first, les gens, c'est qu'à l'époque, enfin, en gros, c'est un truc où en Toi, c'était la gros, méta, les luttes loi sectorielles. travail pendant MeToo, 2016-2017, En fait, enfin c'est ça. 2016 C'est plutôt. ça. C'est que, mais moi, en Donc c'est un gros, peu moi, j'ai pré-MeToo. été formé par des gens, c'était la lutte des classes, la question de la classe sociale et le paradigme très prioritaire, même si moi, j'ai jamais non plus méprisé des luttes un peu plus sectorielles, on appelait ça les luttes sectorielles, mais c'est surtout que nous, oui, c'était un peu une manière de dire les féministes et les homosexuels, quoi. Mais surtout, nous, ce qu'on respectait, ça veut dire que c'était les méthodes militantes qu'on aimait bien. Tu vois, par exemple, ACT UP, c'est un exemple de méthode militante qui était basée, etc. Bref, mais du coup, il y avait un truc surtout qui était la grosse critique Class First qui était vraie et fausse, c'était le fait que les woke qui arrivaient à l'époque de la loi travail Donc ne 2016. parlaient jamais, 2016, jamais, 2016. jamais de la question sociale Oui. et de la question de la classe Alors, sociale. en fait, ça, c'est qu'en fait, alors même qu'il y avait un gros mouvement social, notamment qui avait beaucoup essaimé dans les milieux étudiants autour de la loi travail, donc quand même de la dérégulation historique du droit du travail, quoi. Bah, il y avait un peu un truc, un frottement qui s'est opéré à ce moment-là, parce que c'était aussi le moment de l'explosion, bah, justement, des discours un peu libéraux sur le féminisme, les identités LGBT, etc., sur Instagram et sur YouTube aussi beaucoup à l'époque. Et il y avait un petit peu ce clash-là où tu avais parfois en âgé, où ça finissait en discussion interminable sur l'inclusivité, sur les pronoms, etc. Et ça parlait quasiment plus des questions de travail qui étaient au cœur du mouvement social. Mais en même temps, de fait, à l'époque, les gens de la gauche classique, on comprenait rien à ces trucs-là. Oui, et il y a aussi ça, c'est qu'il y avait De aussi un fait, rejet a priori il y avait oh là là, vous nous faites chier, réellement, quoi. Ouais. il y avait vraiment un vrai problème du déni des questions féministes, queer, etc. dans une partie de la gauche qui se bavait dessus sur ces questions-là, tu vois. IMO aujourd'hui, la manière
de s'en foutre un peu de la question sociale, je trouve qu'on est venu parfois dans la méta un peu inverse. C'est qu'en réalité, la plupart, à part les classes first foncièrement homophobes ou racistes, c'est que tout le monde était d'accord. En vrai, c'est important, mais de fait, ça ne se retrouverait jamais dans les discours. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans une partie de la gauche, la plus Insta, TikTok. C'est que bien sûr que tout le monde, ils vont dire les précaires, tu vois, dans leurs phrases des fois. Oui. Mais en réalité, tu vois que le fond du débat et la question politique n'est jamais vraiment intégré sur la question de la prise du pouvoir au profit des prolétaires, tu vois. Et que d'ailleurs, ce que je trouve ultra deep, c'est que les moments où ça parle, que ça parle social ou que ça parle des pauvres, c'est beaucoup le débat mépris de classe. Tu parles rarement de conditions de vie, tu parles rarement de prise du pouvoir, tu parles rarement d'opposition de classe, prolétariat, bourgeoisie, etc. Le moment où la question de la classe devient intéressant, c'est quand tu peux refaire de l'identity politics et dire ouais mais ça c'est un peu du mépris de classe et que du coup tu reviens dans la question de qu'est-ce qui est Tu problématique retransformes ça en une question de moralité et pas une question voilà, c'est ça. de conditions de vie. C'est Oui, ça. oui. Genre oui voilà Mais la oui, pauvrophobie. c'est un mais quelqu'un exemple dans le un chat qui peu, disait ça donne des tondeliers, bah c'est un peu, c'est pas si faux quoi. il y a quand même le truc de la France de Macron. Mais les gens, moi je suis désolé, pour moi la France de Macron prouve, c'est que la France de Macron n'est pas un mème de gauche. Ce ne sont pas les woke qui ont lancé la traîne de la France de Macron. C'est le prolétariat d'Internet qui a spammé la France de Macron. Ce n'est pas un élément de langage de la gauche, c'est un élément de langage du peuple. Pour moi, c'est un mème populiste. La France de Macron, c'est le peuple français. C'est le peuple qui se lève tôt, qui travaille, c'est tout. Bah y a pas des woke qui travaillent et qui se lèvent tôt? Non, 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 les woke, des woke prolétaires. Bah oui. Moi, ça, par exemple, tu vois, pour moi, je n'y crois pas. Systématiquement, les plus gros woke Oui, concernistes mais c'est là que t'es. Ah, sont attends. toujours des bourges. C'est là que t'es. Sont Alors, toujours des bourges. c'est là qu'on n'est pas d'accord sur la définition de woke. Parce que, Mais moi, quand je dis woke, je parle des casse-couilles. Tu vois, je le dis au oui, sens mais les teubés. j'ai connu beaucoup de personnes trans et non-binaires ultra casse-couilles qui, à côté, avaient des tafs de services de merde qui faisaient les mêmes tafs que toi. Mais là où t'as raison, c'est que ça a été les premiers à être en mode ah, ça me fait chier tout ça, j'ai pas bac plus 5. Ça a été les premiers à faire sécession de ce truc-là, je suis d'accord. Dès que tu as des woke les plus insupportables en mode micro-influenceur ou influenceuse, Insta, TikTok, machin, tu fais la recherche systématiquement, c'est des bourges de merde. Et en fait, ces gens-là, évidemment ils politisent aussi des prolos, tu vois. Mais en fait, à gauche, il y a une question sur la représentativité. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils te font la guerre sur la question de la représentativité. Tu vois, le truc de faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Personne, nous, quand on organise des soirées, déjà, tout le monde est en mode faut la parité homme-femme, mais personne ne se pose la question des queers. Il y a que certaines soirées un peu plus pointues pour qui c'est aussi important. Pareil, la question racisée, c'est déjà dans des milieux un petit peu plus woke. Et en plus, moi, je trouve ça pas mieux, hein, parce que des soirées où la seule singularité, c'est de dire ah là là, on a mis des racisés et des trucs alors que ça reste des soirées de merde. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais la question de la classe sociale, je n'ai jamais vu personne dans toute la gauche concerniste demander quand est-ce que les plateaux sont paritaires en termes de classe sociale. Jamais personne n'a fait la réclamation. Jamais personne ne pose la question, que ça soit dans les vidéos YouTube, mais ça n'existe pas. Et c'est pas pour dire qu'il faut pas poser la question de la parité, qu'il faut pas poser la question des personnes queer, des racisés. Genre moi, je veux pas être classeur débile à dire qu'il faut plus le faire, mais il y a quand même un truc de voir que c'est même pas que c'est rare, c'est que ça n'existe pas. Tu n'as aucun woke qui ne s'est jamais posé la question de compter le nombre de gens d'origine prolétaire dans des vidéos de Squeezie ou sur les plateaux de Zawa Prod ou dans les trucs, quoi. Il y a un paradoxe, moi ça me fait penser beaucoup à la question en politique, tu vois, de la parité en politique. Dire que la parité en termes de classe sociale, ça va forcément se heurter à la réalité que la politique en soi est un métier et donc en soi te fait bouger de catégorie, etc. Donc à moins de rester dans un truc centré sur l'origine, mais après t'as des gens qui peuvent être d'origine prolo et ultra corrompus en politique par exemple, tu vois. Et du coup, bah, ça fait que il y a ce paradoxe-là de donner la place et la visibilité à ces gens-là, ça les amène aussi à sortir de la catégorie prolétaire aussi. Tu sais, je pense beaucoup Ouais, en fait, au débat autour de Rachel Keke, etc. Mais même, comment elle moi, je suis s'appelle d'accord, mais désolé, mais en fait, même le jour où Ilyes, il se fera 4 000 € net par mois, ça va rester un prolétaire dégénéré. Enfin, genre, je veux dire, c'est t'as un dans ethos de son classe corps qui et dans reste, sa oui. chair. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. En plus, c'est pas si grave, mais le fait que les gens cassent autant les couilles sur le reste et que ça pose pas de questions, je sais pas. Les rebeux Renoir qui se font des places dans les partis politiques, c'est souvent pas les plus prolos. Heureusement pas que, mais c'est à soulever. Ouais, j'imagine. Si Ilyes devient riche, je le vois comme Jeff Tuch.
Je vois, le fond, les gens, c'est des catégories essentielles, alors que la classe sociale, ils voient ça comme un truc de position, et du coup, ils lui répondront, Barra, c'est Oui. le président de la boîte, c'est un Oui, bourge. c'est ça. Mais C'est qu'il désolé, y a ce truc-là de tu n'es plus bourge à partir du moment où tu es représenté. Enfin, tu n'es plus prolo à partir du moment où tu es représenté, puisque la oui, représentation, c'est dans des trucs, oui. mais du coup, enfin, désolé, mais ça ne marche pas en fait. Je veux dire, ce que tu as sur ton compte en banque ne rattrape pas une vie, 30 ans de pauvreté et d'éducation dans les classes populaires en fait. Faut arrêter de mentir, quoi. Moi, je connais des gens qui se font de la caillasse de fou. Je vais les mettre avec des universitaires qui se feront jamais son salaire. Vous allez voir qui est bourge et qui est prolétaire dans Bah, la pièce. et Vous allez d'autant le que voir tout de ça, suite. Personne ne va en douter, hein. d'autant que ça dépend du milieu dans lequel t'évolues. Tu sais, genre, tu prends l'exemple de un prolétaire qui finit par faire Sciences Po et qui finit dans un job de bourge, etc. Genre, t'es vraiment genre l'ascenseur social caricatural. Bah, c'est quelqu'un dont la survie va dépendre de coller au code de la bourgeoisie autour de lui et qui, du coup, aura moins le droit de garder les stigmates de son prolétariat originel qu'un streamer qui certes se fait des couilles en or, mais va rester dans un entourage qui est très internet, qui est encore où il a encore ses potes à lui, etc. Où c'est pas un univers qui sera régi par les codes de la bourgeoisie, donc par la rupture nécessaire avec tes réflexes, tes pensées, ton habitus, quoi. Je suis toujours une sécure dans les réunions avec les collègues ingénieurs. Mais en fait, c'est évident. En fait, c'est là que je vois. En fait, il y a un truc, ce qui est marrant, c'est que on interroge très peu la légitimité sur la plupart des identités minorisées ou dominées. Mais le fait d'avoir grandi prolétaire est quelque chose que les gauchistes se permettent de balayer de la main de toutes les manières. Bonne question. Du coup, la socialisation primaire, c'est un vrai truc que tu peux pas changer. Bah, en fait, quand t'es transclasse, et ça, c'est pour là, je pense aux classes sociales et aux classes de sexe, t'es jamais entièrement de ta classe d'origine. Il y a toujours une négociation qui nécessite. En fait, c'est en fonction de ta façon de négocier avec ta classe d'origine que tu es intégré dans ta nouvelle classe et donc que t'es véritablement transclasse, tu vois. Donc, t'as un truc où une transition réussie, lol, c'est d'avoir suffisamment intégré les codes d'arrivée. Mais par contre, ça peut te donner davantage de vision ou de réflexivité ou de distance vis-à-vis des codes que tu dois atteindre. Donc c'est pour ça que souvent l'argument des TERF en mode oui, la socialisation primaire qui est toujours la même et du coup qui justifie de mégenrer systématiquement les personnes trans, bah c'est que j'ai envie de dire oui et non si je suis honnête, dans le sens où bah en fait oui, par exemple si tu deviens un mec mais que t'es pas dans un milieu qui te requiert, ou le fait d'être reconnu comme un mec requiert que je sais pas, tu parles plus fort que tout le monde, que tu coupes la parole à tout le monde, etc., que tu arrives à La être reconnu virilité comme vraiment, mec quoi. sans ça. Oui, c'est ça, la virilité obligatoire et tout. Bah dans ce cas, genre, ça veut dire que ta masculinité est une masculinité qui est autorisée dans un champ plus large que si t'étais genre, tu sais, genre si je compare par exemple les mecs trans, le lore des mecs trans qui deviennent gendarmes ou militaires, et donc dont l'appartenance au genre masculin dépend que ils intègrent tous ces codes militaires de la masculinité, etc. C'est pas pareil que moi, un mec trans bourgeois qui vient d'un milieu universitaire, militant, etc., où la négociation de ma masculinité est beaucoup plus large, vu que bah en fait je suis entouré de féministes, de trucs qui me permettent aussi d'avoir une masculinité différente et puis de la garder masculinité certains bourgeoise, aspects de de ma toute façon, socialisation féminine. la masculinité bourgeoise, de toute façon, il y a beaucoup moins d'injonctions à la virilité un peu dure dans la masculinité bourgeoise. Mais, Et et c'est du pas coup, pour ça qu'il n'y a pas des questions de virilité, tu Mais vois. du coup, c'est comme pour les transclasses. C'est-à-dire que si ton ascension sociale, elle se fait dans un milieu qui suit, je sais pas, de la bourgeoisie culturelle, etc. Toi, ta famille d'origine, c'est les tuches, et tu finis universitaire, doctorant, je sais pas quoi, etc. Bah, tu vas recevoir probablement plus de jugements. On va plus réprimer le fait que tu sois un plouc, plutôt que si ton ascension sociale se fait dans le commerce, par exemple. Où là, t'as beaucoup plus ce côté plouc qui est un peu autorisé, tu vois. Même si on va te juger pour être un peu nouveau riche, bah en fait, il y a quand même un petit peu ce truc où tu vas retrouver en école de commerce, le truc plouc, etc. Et puis après, tu vas avoir plus le truc de la consommation ostentatoire, par exemple, qu'on retrouve aussi dans les classes populaires. Mais aussi parce que c'est beaucoup des dynamiques d'ascension sociale qui ont été faites par des prolétaires. Le fait d'avoir une ascension sociale par le commerce, c'est aussi beaucoup un truc dans lequel... Alors, tu retrouves les aristos fin de classe qui sont trop nuls pour rentrer à Sciences Po ou à Normal, mais tu retrouves aussi des gens dont les parents se sont saignés et qui se sont payés l'école de commerce et qu'on fait du bise, tu vois, par exemple. Donc en fait, c'est aussi que même quand tu parles enfin voilà, faut redire Bourdieu, tu vois, mais quand tu parles de mécanismes dans la classe sociale, bah en fait, faut savoir quel est ton milieu d'intégration et en quoi ce milieu d'intégration t'autorise de continuer d'exprimer des trucs de ta classe sociale d'origine. Mais ça, tout ce que tu expliques, globalement, moi, mon point aussi, c'est que ce que tu expliques, c'est intéressant, mais tout le monde s'en branle.
Mais parce qu'être un prolétaire, c'est vraiment être un prolétaire, tu vois. En fait, parce que c'est-à-dire que le truc, ce qui va être à la mode, ça va être les atours, ça va être l'esthétique, tu vois. Ça va être les claquettes chaussettes, ça va être, je sais pas, les survêtes, le falche, etc. Mais ça Oui, va et jamais être d'ailleurs, le c'est fait de pas avoir de là-dessus qu'il y a thunes. des débats chez les woke. Les seuls débats Oui, chez les woke, c'est c'est sur le l'aspect mépris de classe esthétique. et les Bourges, des fois vous mettez des TN, mais ça, par exemple, moi je suis désolé. Qu'est-ce que je m'en branle que des Bourges, je peux ironiser là-dessus, le fait que des Bourges prennent des codes prolétaires, mais désolé, mais on s'en bat les couilles. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est pas grave, que c'est le débat le moins intéressant. Et c'est là que tu vois à quel point le wokisme est matrixé par l'identity politique. Les seules fois où il parle de classe sociale, c'est pour dire vous faites du mépris de classe et de toute façon, vous mettez des TN, c'est pas bien, mais on s'en branle que tout le monde mette des TN. Le kilo de viande est à 150 euros. C'est de la folie, quoi. Mm. C'est horrible, hein. C'est horrible. Et surtout, tu as aussi le truc de. Mais ça, c'est Ilyes, on en parlait. La qualification de bourgeois à propos de gens qui se veulent politiser, c'est quelque chose qui est vraiment. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'ils n'acceptent Oui, pas. oui, oui. Et du coup, si tu commences à parler des réflexes de classe à un woke bourgeois, il va tout de suite te répondre, et c'est là où l'identity politics va contre Uno la liste des oppressions par ailleurs, quoi. Genre, attends, tu dis que je suis bourge, mais en fait, je suis bisexuel, donc Mm. machin. C'est quelque chose aussi qui, à un moment donné, la conscience de classe, du coup, grandit aussi en réactance avec la gauche. Parce que du coup, comme la gauche n'occupe plus le terrain de la classe sociale, occuper le terrain de la classe sociale devient un moyen de se distinguer de la gauche, et notamment de la gauche qui est la plus montrée, c'est-à-dire la gauche un peu woke, Ouais, tu sais, libéral. du woke Insta jusqu'à quotidien, tu vois. Et donc, du coup, au final, les gens se font gaslight que être de classe sociale prolétaire, c'est forcément être antagoniste avec la gauche, puisque la gauche c'est embourbé dans du wokisme à identity politics, quoi. Donc en vrai, on a un vrai défi politique sur ça, hein. Mais je pense que c'est aussi propre à Internet, c'est que les réseaux sociaux font qu'on est en contact avec beaucoup plus de gens différents. Et donc, bah forcément, quand tu rencontres quelqu'un, il y a une part de jugement pour savoir comment ajuster tes interactions avec cette personne, tu vois. Et du coup, comme on a ça, mais à une échelle immense, bah on se met de plus en plus à nous reposer sur des catégories totalisantes comme ça, sur lesquelles on a un regard de plus en plus fermé, c'est-à-dire en mode avec des hiérarchies simples de ça, c'est au-dessus de ça, c'est au-dessus de... Enfin, ça, c'est en dessous de ça, c'est en dessous de ça, etc. Mais parce que aussi, comme on interagit avec plein de personnes qui sont aussi toutes beaucoup plus anonymes que si tu vois quelqu'un de façon IRL et que tu peux lui poser la question comme ça, tu vois, bah du coup, en fait, ça fait qu'on se met de plus en plus à utiliser ce genre de catégories et à se mettre à y croire. Et en fait, ces catégories finissent de plus en plus par façonner notre univers, quoi. C'est ça. Et puis, il y a un truc, enfin, je sais que c'est un peu caricatural, mais il y a des moments, la ouin-ouinterie des gauchistes woke sur les réseaux pour des trucs OSEF, t'as des gens, ils sont là, ils se lèvent à 5h30 du mat pour aller se faire chier dessus toute la journée, et ils voient des petits bourges ouin-ouinter pour des trucs de merde en faisant des caisses. Je suis désolé, je pense que même en termes de stratégie politique, ça fait passer la gauche pour des immenses bozos ouin-ouinteurs qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Je me vois, moi, à 18 ans, quand j'étais dans la merde, à pas savoir comment bouffer, que j'avais pas de thunes, dans le salariat, je sais le niveau. En fait, je pense que la gauche qui sont dans ces délires-là sous-estiment le niveau de haine de classe qui déclenche. Oui. Et à rattraper, c'est difficile. J'ai Mais- longtemps cru que j'étais pas féministe, que je croyais que c'était un truc de bourgeois. Oui, c'est ça qui est horrible, alors que ça devrait pas être le cas. Mais c'est pareil sur les questions, queer, par exemple, sur les de fou. questions queer, c'est Mais ça, pareil. tu vois, typiquement, mais ça, c'était exactement ça. Moi, je me rappelle à l'époque où je traînais à la mutinerie et que j'avais que un entourage queer, etc. Bah, le truc dont je parlais, où t'avais mes potes vraiment prolos qui étaient eux entourés, qui se retrouvaient à la mute, entourés de gens qui avaient fait des masters de sociaux et qui étaient en mode, ouais, non, mais moi, je suis pas woke comme vous, moi, je comprends pas vos trucs, parce qu'évidemment, tu sais, t'avais tous les gens qui étaient obsédés par le truc sociaux, qui avaient le capital pour lire Judith Butler, etc. Et qui, genre, faisaient ressentir aussi aux autres que, ok, alors si c'est ça, être une bonne personne queer et tout comprendre et avoir le droit d'interagir avec vous, ok, très bien, mais moi je suis juste lesbienne et je suis pas vos trucs de merde, de je sais pas, non-binaire, de je sais pas, machin, de voilà quoi. Oui, alors que c'est dommage. Non, parce qu'à la campagne, c'est un peu l'inverse, je méprise les bourges néo-ruraux avec leur master qui comprennent rien à notre environnement social. Oui, oui, de fond. Mais parce que c'est un truc des insiders et des outsiders, et comme t'as la position de l'insider qui connaît le truc, du coup tu peux mépriser les outsiders, et du coup t'as le plaisir de mépriser les gens qui normalement, socialement, sont censés te dominer dans un univers urbain, quoi. Les ravages de Bourdieu. Moi, je suis full d'accord avec toi. C'est ça qui est ultra deep. C'est que c'est les ravages de Bourdieu qui rendent les bourges complètement cons. Et ils n'arrivent pas à voir que les outils qu'ils utilisent pour dire de la merde
partir de Bourdieu. En réalité, ils sont la caricature de ce que Bourdieu décrit. Ils vont casser les couilles à des gens parce qu'ils sont fans de cinéma ou qui parlent d'art contemporain. Mais eux, ils passent leur journée à faire des TikTok de 8 minutes pour outwalker sur des trucs de merde dont tout le monde se branle. Terminali de politique de ah, et en fait, machine, elle a dit ça, et du coup, machin. Genre, mais c'est ça. Bref, je trouve ça ultra débile. Bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.